Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. Bonsoir mes camarades. Et il a muté. Bonsoir patron. Bonsoir patron. Eh ben voilà, c'est Renaud Dely, quelle joie. Il ne fait que passer. Restez un peu. L'actualité internationale est virale ce soir. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, vient de déclencher une alerte sanitaire internationale de niveau 2 face à la nouvelle épidémie du virus Ebola en République démocratique du Congo. Un virus sans vaccin ni traitement. I declared a public health emergency of international concern. I did not do this lightly, and because I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic. La nouvelle épidémie d'Ebola qui provoque une fièvre hémorragique mortelle chez les humains a déjà fait plus d'une centaine de morts en RDC et en Ouganda. Où en sont les recherches vaccinales? À quoi sert le traité international des pandémies qui a été adopté par l'OMS il y a un an? Sommes-nous vraiment mieux préparés face aux épidémies et pandémies qu'à l'époque du Covid? On en débattra ce soir avant de vous retrouver Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Et où est ce serpent qui siffle sur Toulouse, Elisabeth? Un cobra à lunettes qui demeure introuvable et qui terrorise Toulouse. Eh bien, c'est l'occasion d'évoquer un monstre qui a terrorisé la région toulousaine au Moyen-Âge. Il a les yeux qui brillent, un cobra à lunettes. Bon, et vous, Marie? On va se plonger dans une nouvelle encyclopédie, Allupédia. Ça recense les hallucinations des intelligences artificielles et vous allez voir qu'elle ne manque pas d'imagination pour raconter absolument n'importe quoi. À tout à l'heure, ça promet. Et pour commencer, nous recevons la réalisatrice Géraldine Nakache qui revient du Festival de Cannes où elle a présenté son nouveau film, Si tu penses bien, hors compète donc, chronique d'un mariage toxique dans un milieu très pieux, anatomie d'une emprise, portrait d'une écorchée vive, une femme mariée à un forcené et qui ne veut pas voir. Place à Géraldine Nakache tout de suite. Géraldine Nakache, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de 28. Il vous plaît? Oui, je le trouve très beau ce plateau. D'autant plus beau que Anna Ndiaye et Renaud Dely. L'embellissent encore plus. Voilà, bien sûr. Bon, il magnifie le plateau. Absolument. Géraldine Nakache, vous êtes rentrée du Festival de Cannes, vous avez présenté votre nouveau film, on va en parler dans un instant, mais petit gros plan sur l'affiche du Festival de Cannes 79e. Ah ouais. C'était, voilà... Deux indomptables, Thelma et Louise, dans le film de Ridley Scott de 91. Est-ce que ça a été un film marquant pour vous? Des héroïnes indomptables, féministes peut-être? Oui. Surtout que moi, j'ai souvent, dans mes films, questionné le féminin. Donc évidemment, c'est une référence. Et quand je nous vois, je repense même à Tout ce qui brille, le premier film que j'ai écrit et réalisé, où je m'offrais comme binôme Leila Bekti. Et c'est vrai que c'est clairement... Le pendant des deux. C'est clairement une référence. C'est ça. Votre profil idéal réalisé par Gaël Legrand, on vous retrouve juste après. Génial, merci. Géraldine Nakache, actrice, scénariste et réalisatrice, vous vous penchez souvent sur la condition féminine. Sous quels angles divers et variés ce sujet sociétal peut-il être décliné au cinéma? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. En 2006, à l'âge de 26 ans, vous incarnez Nina, l'une des membres d'un groupe de 4 femmes liées par leur culture séfarade. Ce rôle, le premier de votre carrière cinématographique, vous est alors confié par la réalisatrice Lisa Azuelos. Cette communauté, cette tradition permet à ces femmes d'exister à l'intérieur. Elles sont solides, elles ont des racines, elles ont une famille, elles ont un endroit où pleurer, où se plaindre, où vivre. 4 ans plus tard, vous co-réalisez Tout ce qui brille, l'histoire de 2 post-ados qui vivent en banlieue et rêvent d'une vie exaltante. Cette comédie dramatique qui réunit 1,5 million de spectateurs scelle également votre amitié avec la comédienne Leila Bekti. Il y a un terreau familial similaire, peut-être une culture aussi. Moi, je suis suédoise. Pardonne-moi alors du coup. Vous réalisez encore New York et J'irai où tu iras. Vous tournez dans Sous les jupes des filles et Ta sœur, Toi non plus tu n'as rien vu ou encore Vacances, un thriller dans lequel vous incarnez une femme séduite par un jeune homme inquiétant. Encore une fois, je raconte des femmes qui ensemble sont plus fortes, qui ensemble réfléchissent peut-être un peu mieux, quoi. En tout cas, cèdent. Dans Si tu penses bien, présenté vendredi dernier à Cannes, le 4e long métrage que vous réalisez, votre personnage principal, joué par Mona Chokri, vit sous l'emprise de son mari toxique. Vas-y, pleure, mais pleure! Je pleure pas! Vous pouvez parler moins fort, il y a d'autres familles dans les box, on est à l'hôpital. Ça va, madame? Hein? Et je pense que votre fille, elle sera mieux chez vous, monsieur. Je vais rentrer avec eux, ça va mieux. Vous êtes sûr? Oui. Inspiré par les violences psychologiques dont vous avez été témoin, vous précisez, ces femmes sont sous cloche, mais leur entourage l'est parfois aussi.
Géraldine Nakache, vous avez mis 4 ans, je crois, pour écrire Si tu penses bien. Et très honnêtement, quand on voit votre film, qui est remarquable, on a le sentiment que le vécu palpite et hurle, et est complètement écorché. Et on se dit, mais est-ce que c'est vécu par Géraldine Nakache ou par des gens très proches d'elle, en l'occurrence par des femmes très proches d'elle? C'est ça, moi, mon point d'entrée de l'écriture du film, c'était le témoin. J'étais du côté des témoins, de ceux qui ont vu, enfin justement, qui n'ont pas vu comme il fallait, qui n'ont peut-être pas voulu voir, si je dois être honnête, c'est vrai, peut-être. Ou alors qui ont culpabilisé de ne pas voir au bon moment, qui n'ont pas su dire aussi. Et du coup, comme quand j'ai commencé à écrire ce film, je me suis dit, j'aimerais faire un film sur le regard de celles qui sont victimes, comme le personnage de Monia Chokri, qui n'arrive pas à se voir. Qui s'appelle Gilles et qui travaille dans le cinéma. Absolument. Qui travaille sur le cadre, qui fait le point. Ah, voilà. Et quoique faisant le point, et le mot est polysémique, elle n'arrive pas à faire le point sur sa propre situation, qui est floue à ses yeux, enfin, qui va petit à petit évoluer. S'éclaircir, ouais. C'est souvent le cas. Elles ne peuvent pas voir et savoir parce que c'est ténu. C'est des violences un peu sourdes comme ça, cachées. Et surtout, c'est au sein de la famille, c'est dans un quotidien. On nous a tous dit, en tout cas moi, la première, on m'a toujours dit, le couple, c'est une bataille, il faut se bagarrer. Mais jusqu'où? C'est un film de sororité et de combat, vous diriez? Toujours, oui, toujours. Bien sûr. Ouais, je pense. Un extrait. Moi, comme tu sais, j'arrive à Dubaï juste après la mort de Zachary, comme ça, sur un coup de tête. Et alors, Gilles, elle s'est mis la mène ici, juste après la mort de sa cousine, comme ça, pour respirer. Ouais, respirer à Dubaï. Et le deuxième jour où elle est là, je la rencontre. Non, c'était le premier jour. Le premier jour, t'as raison. Et on est à l'aquarium, et elle fait un malaise. Et je la réanime. Je la sauve. Oh, t'exagères quand même. Ben, non. Littéralement, je te sauve. Il a redonné souffle à votre vie. J'ai l'impression que c'est votre bouteille Je peux d'oxygène. la tutoyer. Non, c'est pas une impression. Normalement, un malaise comme ça, c'est urgence directe. Là, c'est moi qui ai géré. J'ai tout géré seul. Si tu penses bien, de Géraldine Nakache. Justement, Géraldine Nakache, vous évoquiez le fait de se retrouver témoin de ce genre de situation, d'emprise, et de la difficulté d'intervenir. Comment on fait et comment on fait bien? C'est-à-dire, parce qu'intervenir, c'est aussi prendre le risque, peut-être... De couper le lien, ouais. Absolument. Comment on fait je ne sais pas bien comment on fait, mais il faut faire. Ces 4 années d'écriture ont été jalonnées justement par des rencontres avec mon co-scénariste. On a été rencontrer des femmes qui vivaient ces violences-là et qui nous ont toutes dit quand on m'a tendu la main, j'ai pu sortir de la cloche. Et qui nous ont toutes dit aussi le systématisme. C'était toujours la même chose. Et elles devaient toujours répondre à cette question. Mais pourquoi t'es pas partie avant? Attends, c'est pas grand-chose. T'aurais pu. Ou alors ce fameux truc aussi de la femme forte, quoi. Mais toi, tu t'arrive quelque chose. Pourtant, t'es une femme forte. Ça peut pas être possible. Donc oui, il me semble que quand on a un doute, a priori, on n'en a pas. Donc allons-y, prenons le temps de la parole et essayons de tendre la main. Des films où les femmes sont confrontées à l'emprise, à un homme qu'on peut nommer toxique, pervers, narcissique, il y en a pas mal, et il y en a eu pas mal dernièrement. Valérie Donzelli, L'amour et les forêts, il y a un film qui s'appelle Élise ou l'emprise, de Marie Remond, le vôtre évidemment, qui sort le 16 septembre. Et alors, à contrario, quand ce sont des hommes qui s'intéressent à un phénomène de domination, c'est toujours la femme qui est la coupable. On peut se remémorer quelques films complètement divers, autant que Basic Instinct, La femme et le pantin, ou encore L'ange bleu. On se demande si un jour ou l'autre, alors la prise de conscience a évidemment commencé, mais s'il va y avoir quelque chose qui va se passer d'un point de vue de cette conscientisation. On a raison de faire des films et d'en parler. Non, je pense que mettre le sujet dans la lumière, j'avais complètement oublié, ça me paraît évident, quand c'est sous mes yeux. Oui. Voilà, donc voilà, c'est sous nos yeux et pour autant on oublie. On a cette faculté-là. Donc il faut ressasser. Faisons des films. Et le reste. Géraldine Nakache, question d'actualité à propos des 2000 signataires. Il y a même plus de 2000 signataires qui se sont engagés dans cette tribune anti-Bolloré, Zappé Bolloré. Et on va en parler avec vous et avec Anna. Oui, le monde du cinéma, vous le savez, se déchire, se divise depuis la sortie du président de Canal+, hier, Maxime Saada, qui a déclaré ne plus vouloir travailler avec les signataires de la tribune. Alors, les signataires qui ont dénoncé une emprise grandissante de Vincent Bolloré sur le cinéma et la menace
menace, je cite, d'une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif. Eux craignent désormais de perdre leur emploi. Et d'autres, comme le producteur Alain Attal ou le réalisateur Pierre Salvadori, sont pris entre deux feux. Ouais. S'ils reconnaissent l'inquiétude de leurs collègues, ils nuancent pourtant en rappelant le rôle important que joue la maison Canal dans l'industrie du cinéma, car il faut rappeler aujourd'hui que Canal+ est le premier financeur du cinéma français avec 170 millions d'euros injectés chaque année dans de grosses productions, mais aussi dans le cinéma d'auteur. Alors vous, Géraldine Nakache, vous avez joué dans plusieurs séries, on les voit ici, Hippocrate, La Flamme, Le Flambeau, qui ont été financées par Canal+. Est-ce que vous partagez les inquiétudes des signataires ou est-ce qu'à l'inverse, vous considérez, comme la ministre de la Culture, que Canal+ a fait une réponse disproportionnée ? Ça semble être une réponse à chaud, effectivement, peut-être disproportionnée. La réponse de Maxime Saada. Oui, mais c'est compliqué parce que le boycott est impossible, me semble impossible en tout cas. Et en revanche, c'est vrai qu'on peut fabriquer du cinéma grâce à Canal+ depuis des années. Donc je comprends je comprends vraiment que ce soit compliqué le sujet. Et je vois à quel point déjà il est compliqué de financer le cinéma aujourd'hui. Et je me dis qu'on n'avait pas besoin de ça. Et ça me fragilise un peu. Dans votre film, si tu penses bien, Géraldine Nakache, il se déroule dans un milieu particulier, très pieux, avec justement le mari qui exerce cette emprise, qui est un pratiquant rigoriste. Est-ce que ça veut dire aussi que pour vous, les religions, c'est quelque chose qui opprime, qui peut enfermer ou, au contraire, qui peut libérer ? Non, la religion, c'est fait pour grandir, pour faire grandir, pour libérer, pour apporter de la lumière. En revanche, quand elle est mal interprétée, puisqu'il s'agit souvent d'interprétation, et qu'elle devient dogmatique, là, c'est dramatique, oui. Mais c'est ce que je raconte aussi dans le film. Quand elle retrouve sa foi, la sienne, privée, intime, personnelle, elle parvient à retrouver la lumière. Elle va la retrouver grâce à ça aussi. Oui, c'est ça. Elle se libère, elle est dans une relation à Dieu qui n'a pas besoin d'intermédiaire, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on en a besoin d'intermédiaire quand on a décidé d'avoir une relation avec Dieu ? Je crois pas. Géraldine Nakache, il aurait pu s'appeler Histoire d'eau, votre film. Sans mauvais jeu de mots, puisque l'eau... Non, mais l'eau est extrêmement importante, notamment dans le cadre de ce rituel mikvé. Un rituel mensuel que pratiquent et auquel s'adonnent les jeunes femmes juives séfarades et ashkénazes, éventuellement. Juives, quelle qu'elle soit. Voilà, quelle qu'elle soit, avant les règles. C'est ça. Et vous aviez absolument besoin et envie de filmer ça, ce rituel. D'abord, ça m'intéressait de filmer la religion par le prisme des femmes, parce que j'ai trouvé que souvent, c'était par le prisme des hommes. Et puis, je trouvais ce rituel très, très beau. Oui. Effectivement, il permet de purifier la femme chaque mois. Et après ce mikvé, elle peut s'offrir à son mari. Donc en même temps, c'est très particulier de se dire qu'elle a besoin de ce bain pour être pure. Pour s'offrir. Et en même temps, voilà. Et par ailleurs, c'est elle qui décide, c'est elle la patronne, puisque si elle n'est pas pure, elle ne peut pas faire sa famille. Donc du coup, il y a aussi à cet endroit-là un paradoxe. Et puis l'eau, c'est très cinégénique. Et puis l'eau, c'est autant la maternité, l'enfantement que les requins et les névroses. Donc je dois reconnaître que c'était un élément qui me plaisait. Et qui vous va bien. Merci patronne. Merci. Géraldine Nakache, donc avec nous pour un film qui sort non pas maintenant, je pense que tous ceux qui nous verront auront envie de le voir, mais il faudra attendre pour voir, si tu penses bien, le 16 septembre prochain. Je reviendrai. Mais bien sûr, votre place, nous vous la gardons au chaud. Merci infiniment, Géraldine Nakache. Et en attendant que vous reveniez, on passe à notre débat sur l'alerte sanitaire internationale que l'OMS vient de déclencher. Épidémie d'Ebola sur le continent africain, RDC et Ouganda. Elle aurait déjà fait plus d'une centaine de morts. Comment lutter sans vaccin et sans traitement existant après la psychose liée à l'hantavirus? L'épidémie d'Ebola interroge sur l'anticipation des pouvoirs publics 6 ans après le Covid, évidemment. On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Les premiers malades ont d'abord cru être victimes de sorcellerie. Par superstition, certains ont préféré se rendre à l'église plutôt qu'à l'hôpital. En quelques semaines, le virus Ebola aurait tué plus d'une centaine de personnes dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur place, le ministre de la Santé appelle les malades à se signaler au plus vite. Ce n'est pas une maladie mystique. Faites-vous connaître pour qu'on vous prenne en charge et pour qu'on évite que la maladie se généralise.
Entre les enterrements sans masque et les importants déplacements de population, dans une région minière en proie à la violence, le virus se propage. L'Ouganda et le Rwanda renforcent leur contrôle aux frontières. Même chose aux États-Unis après la contamination d'un Américain en RDC. L'alerte est générale. L'OMS, qui tient en ce moment son assemblée annuelle, a même déclenché son 2e niveau d'alerte internationale, car le variant qui sévit est hautement mortel. Il n'existe ni vaccin ni traitement. Je suis préoccupé par la rapidité et l'ampleur de l'épidémie. Une épidémie qui survient dans un contexte difficile. Le budget de l'OMS a fondu de 21% depuis le retrait de Donald Trump de l'organisation onusienne. Moins de moyens, mais des épidémies qui se multiplient. Dernière en date, celle de l'hantavirus, circonscrite rapidement par les Occidentaux. Y aurait-il 2 poids 2 mesures dans la mobilisation contre l'hantavirus et contre Ebola? Invité spécial de l'Assemblée de l'OMS, le Premier ministre espagnol n'a pas manqué hier d'appeler à aider davantage les pays du Sud. Aucun pays ne peut s'en sortir seul. Et protéger les autres est le meilleur moyen de protéger nos propres sociétés. Alors le traité international de lutte contre les épidémies promis par l'OMS l'an dernier verra-t-il le jour? A-t-on vraiment tiré les leçons de la crise de la Covid-19? Sommes-nous prêts à faire face à une nouvelle pandémie? Notre invité pour ce débat, Christophe Rapp, bonsoir. Vous êtes infectiologue à l'hôpital américain de Paris. Vous êtes également président de la Société française de médecine des voyages. Et selon vous, si le virus Ebola est en lui-même extrêmement contagieux, sa diffusion restera locale dans les pays proches de la RDC, République démocratique du Congo. Concernant l'hantavirus, vous ajoutez qu'il ne faut pas paniquer car on n'est pas du tout dans un scénario de Covid-19. À côté de vous, Oriane Guilbault, bonsoir. Vous êtes politiste, spécialiste de la gouvernance mondiale de la santé, maîtresse de conférences à l'université Paris 8. Et selon vous, l'expérience acquise par l'OMS lors des précédentes épidémies permet d'être mieux préparé face à la propagation d'un virus. Mais la lutte contre les épidémies est tout à fait affectée par la baisse des budgets de l'aide internationale. On y reviendra évidemment. Et à côté de vous, Géraldine Zamanski, bonsoir, journaliste au magazine de la santé de la chaîne France 5. Selon vous, le problème majeur se concentre autour des inégalités d'accès aux soins et de moyens pour se protéger face à ces virus entre le nord et le sud global, comme on dit. Les pays du sud sont prêts à partager leurs données, à condition évidemment d'avoir accès aux vaccins, mais les pays développés bloquent pour le moment sur ce point. Et on démarre le débat, Renaud, avec la carte du jour évidemment. La carte du jour qui montre justement les foyers épidémiques de cette nouvelle épidémie d'Ebola, avec 2 pays d'Afrique centrale touchés, la République démocratique du Congo, l'Ouganda aussi, en particulier cette province de l'Ituri à l'est de la RDC, et puis une suspicion en ce qui concerne la situation au Soudan du Sud. Christophe Rapp, on voit qu'il y a un vrai risque de propagation, risque d'autant plus élevé qu'il y a beaucoup de mouvements de population dans cette région. Alors oui, la province de l'Ituri, c'est une zone aurifère où il y a énormément de déplacements de population. Il y a également des conflits armés. Et on voit effectivement qu'il n'y a pas d'étanchéité entre les frontières. Et donc le risque d'une diffusion locale, et c'est déjà le cas avec les 2 premiers cas en Ouganda, est très important. Oriane Guilbault, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclenché l'alerte sanitaire internationale, le 2e niveau de cette alerte. Alors ça correspond à quoi? C'est quoi ce 2e niveau et pourquoi cette inquiétude de l'OMS? Il s'agit d'essayer de contenir en fait l'épidémie dans la région pour éviter qu'elle ne passe à un niveau supérieur et qu'on doive passer à un risque d'alerte supérieur. Et tout ça, c'est réglementé par une norme internationale, le règlement sanitaire international, qui est donc un instrument d'alerte coordonné par l'OMS. Il y a combien de niveaux, pardon? Parce que là, on parle d'un niveau 2, mais il y a combien de niveaux? Alors, il y a un autre niveau qui est le niveau d'alerte pandémique et qui a été justement rajouté après la pandémie de Covid-19, puisque ce règlement sanitaire international, il est révisé régulièrement en fonction des différentes crises sanitaires. Il y a plus de 130 morts à l'heure où on se parle. Géraldine Zamanski, est-ce qu'il y a un risque, puisqu'on évoque la propagation éventuelle, malgré donc l'alerte de l'OMS, que d'autres, il y a aussi des centaines de cas suspects évidemment, que d'autres pays soient touchés, y compris peut-être jusqu'à un département français, qui est le département de Mayotte, évidemment à l'est, où il y a beaucoup de réfugiés
de la région, des Grands Lacs. Ouais. Est-ce que ce risque existe et comment y faire face ? Alors, l'inquiétude actuelle, qui a été donc rappelée à l'ouverture de la grande conférence de l'OMS par le directeur général, elle vient du fait qu'il y a eu une grave, très grave défection dans la détection du début de cette épidémie. C'est-à-dire que l'OMS, elle a été alertée en fin de semaine dernière. Et en fait, le début de l'épidémie remonterait probablement même à début avril. Et donc, on est vraiment dans cette situation catastrophique où ce virus, dont on sait qu'il est donc extrêmement dangereux et contagieux, très létal. Très létal, il a circulé sans contrôle pendant toutes ces semaines, parce qu'on est dans une zone où, comme on l'a dit, il y a énormément à la fois de mouvements, une forte densité de population par rapport à d'autres zones de l'épidémie précédente, et puis une très grande insécurité. Qui fait que les gens, il y a dans toute la zone, là maintenant, puisqu'on y a aussi des cas à Goma, on estime la population de déplacés à 2 millions. Donc ça veut dire des gens qui vivent dans des conditions d'hygiène extrêmement précaires. Pour Mayotte, voilà, il y a effectivement un lien historique entre les Grands Lacs, des gens justement qui fuient cette situation si désastreuse et se réfugient à Mayotte. Le Premier ministre vient de faire un communiqué de presse à ce sujet pour dire qu'il y avait quand même un risque qui était estimé à modéré, puisqu'il n'y a pas de ligne directe d'avion entre les deux zones, et que en fait, le professeur Lescure, qui connaît bien cette situation, disait dimanche qu'en fait, c'est terrible à dire, mais le temps de trajet entre la zone des Grands Lacs et Mayotte par les réseaux clandestins est tellement long que probablement cette maladie se déclarera et rendra les personnes incapables de faire la finir traversée. le voyage et d'arriver jusqu'à Mayotte. Vous voulez ajouter quelque chose, Christophe ? Oui, je voudrais revenir sur la notion de détection de l'épidémie. Il y a toujours dans les flambées, c'est la 17e épidémie, il y a toujours dans les flambées épidémiques d'Ebola un retard à l'allumage. C'est difficile à diagnostiquer, ça ressemble au paludisme. Donc au départ, on n'y pense pas. Quels sont les symptômes ? Les symptômes, c'est de la fièvre, des maux de tête, de la diarrhée. Et les signes hémorragiques sont très tardifs. D'ailleurs, on ne parle plus de fièvre hémorragique virale africaine, on parle de maladie à virus Ebola. Parce que l'hémorragie est tardive. Et là, l'histoire, c'est du classique. Ça ressemble à des paludismes. Il commence à y avoir quelques décès. Il y a quelques décès ensuite chez les professionnels de santé. Et ça doit alerter. Et le deuxième piège de cette épidémie, c'est que les tests diagnostiques sur le terrain ont été faits pour l'espèce la plus classique, Zaïre, découverte en 1976, et qu'au départ, quand ils ont testé les premiers patients, les tests étaient négatifs. Et c'est qu'en allant au centre d'expertise du professeur Mouyembe que là, avec des tests plus complets, on a détecté l'épidémie. Donc ça explique ça, ça explique le retard. Et puis il y a l'aspect mystique, ça s'est passé dans des congrégations religieuses, et avec au départ, comme toujours, des rumeurs mystiques qu'il faut prendre en compte. Donc on a un retard classique et maintenant on est dans la course contre la montre, mais quand on reprend l'histoire des épidémies, c'est toujours pareil. Et là on peut même dire que l'OMS a réagi plutôt plus vite que d'habitude. Plutôt bien. Alors vous avez évoqué la 17e épidémie. Effectivement, 17e épidémie d'Ebola en Afrique. Depuis 50 ans, le virus a déjà tué 15 000 personnes. En 2014, la souche Zaïre était particulièrement virulente. Regardez, c'est notre archive. Barrage routier, contrôle des soldats. Depuis que l'état d'urgence a été décrété au Libéria, l'armée se déploie aux abords de certaines villes pour en restreindre les accès. Ce n'est pas une mise en quarantaine, mais cela y ressemble. Le pays essaye de limiter le plus possible la propagation du virus Ebola. Un virus qui peut tuer en quelques jours. Il touche des familles entières, comme ici, en Sierra Leone. Une situation suffisamment alarmante pour que l'Organisation mondiale de la santé décrète aujourd'hui une mobilisation mondiale. C'est l'épidémie la plus grave, la plus répandue et la plus complexe depuis presque 40 ans que cette maladie existe. Le virus, qui sévit dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, a déjà fait plus de 900 morts en l'espace de quelques mois. Alors, Géraldine Zamanski, on le disait, c'est donc la 17e épidémie d'Ebola. Pourquoi telle répétition? Pourquoi aussi souvent, justement, ce ne sont pas les mêmes variants? Christophe Rapp évoquait le retard, entre guillemets, à l'allumage, qui était lié au fait aussi qu'il n'y a pas de vaccin qui existe contre ce variant plus rare, le variant Budibugyo, qui n'est pas le variant Zaïre, qui est un petit peu plus connu. C'est ça, qui a fait des épidémies plus larges et qui, du coup, a permis aussi de mettre au point des traitements et un vaccin. Et ce variant, si je ne me trompe pas, il a été identifié seulement dans 2 épidémies jusqu'à présent, et avec moins de monde. Donc, du coup, ça permet moins aussi de développer des moyens de lutte contre lui. Et si c'est si fréquent, c'est qu'en fait, on est au cœur de l'atteinte
de la prise de risque quelque part liée à l'évolution de notre monde face aux virus qui sont dans la vie sauvage. Là, on l'a vu, c'est terrible. La liste des pays qui étaient touchés en 2014, c'est tous des pays plus ou moins en guerre, avec des populations précaires, où en fait le contact entre population et faune sauvage porteuse du virus devient étroit et donc périlleux. Quels animaux de faune sauvage? Alors là, je ne voudrais pas dire de bêtises. Alors le réservoir d'Ebola, Oui, c'est les chauves-souris frugivores, et ensuite elles viennent contaminer les grands primates d'Afrique et les antilopes. Et il y a un sujet qui est un peu plus large que ce que l'on vient d'évoquer, c'est la consommation en Afrique de la viande de brousse, qui est un sujet de la FAO s'en occupe. Les moyens de lutte de prévention contre Ebola, c'est arrêter la consommation de viande de brousse, éliminer l'interaction homme-forêt. Et c'est toujours des chasseurs de villages, etc. Et là, on nous raconte une histoire d'infirmier touché en premier. L'infirmier n'est pas le cas index. L'infirmier est la personne qui s'est occupée des premiers cas. Et on va remonter, vous allez le voir, à 2-3 semaines avant, sur quelqu'un qui, finalement, en zone rurale, a mangé de la viande de brousse ou touché une carcasse. Donc la vraie prévention, c'est la FAO. Et donc, c'est un principe de réalité inapplicable aujourd'hui en Afrique. Oriane Guilbault, il y a un Américain qui a été contaminé en RDC. Il va bientôt être transféré en Allemagne pour être soigné. Et les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient mettre en place des contrôles aux frontières. Est-ce que ça, c'est efficace ? Alors, les États-Unis, la première chose qu'il faut rappeler actuellement, c'est qu'ils sont finalement sortis du multilatéralisme sanitaire. Ils ont quitté l'Organisation mondiale de la santé et désormais, ils développent une stratégie sanitaire bilatérale, donc avec leurs propres règles. Les mesures donc annoncées par Donald Trump, elles s'inscrivent en fait dans cette lignée. Il faut rappeler aussi qu'il prend ces mesures en ayant recours en fait à un article d'une loi de santé publique qu'il a utilisé aussi pour contrôler les flux migratoires. La stratégie, ça va empêcher le virus de circuler. Alors la stratégie de l'OMS, en fait, ses recommandations, en fait, c'est de contenir l'épidémie et c'est ce qui est le plus efficace sur la zone et donc de contrôler les frontières en fait localement dans la région, enfin dans les pays et pas seulement les frontières extérieures des pays, aussi d'avoir des contrôles sur les routes, sur les axes principaux parce que comme ça, c'est là qu'on peut détecter les cas, c'est là qu'on peut les tracer et les contenir. Et pour l'instant, et c'est vraiment ça qu'il faut faire en première ligne pour éviter justement une expansion. Vous évoquiez un instant le fait que Donald Trump a autonomisé en quelque sorte la stratégie de santé des États-Unis. C'est-à-dire que très clairement, les États-Unis sont sortis de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, avec des conséquences immédiates en termes de baisse de budget, de suppression de postes. Tout à fait. 20% de budget en moins, presque 800 millions, enfin voilà, 20% de budget en moins, 20%... 1300 postes. 1300 postes, exactement, à peu près 20% également. Donc tout ça, voilà, ça a des conséquences immédiates pour l'action de l'OMS. Organisationnelles, réduction du nombre de départements de moitié. Donc ça veut dire qu'il y a des missions qui doivent passer à la trappe. Réorganisation aussi, essayer de trouver des fonds. Également, ce qui prend du temps, appeler les États à la solidarité. Ça, trouver des donateurs. Voilà. Géraldine Zamanski, trouver des donateurs. Et donc, quels effets immédiats? En particulier pour le Congo, l'OMS avait évalué les besoins, je crois, à 1,6 milliard pour l'année 2026, et ils en sont qu'au tiers, en fait, de la somme nécessaire. Donc, et en ce moment, il y a plusieurs experts sur le terrain qui disent que dans ce qu'ils vivent aujourd'hui, il y a déjà une conséquence, en fait, des coupes de l'OMS. Et c'est sûr que le MSF, là, qui est parmi les deux ONG présentes sur place, souligne à quel point l'état des infrastructures sanitaires est catastrophique. On parlait aussi des contrôles au poste. Il y a un problème de confiance dans les infrastructures sanitaires. Et d'autant qu'on manque de tests, comme vous l'avez dit, pour cette souche en particulier. Du coup, des cas suspects peuvent être isolés alors qu'ils ont le palu. Et là, après, ça fait des faux isolement, et donc ça fait que les gens vont plutôt fuir les postes de contrôle en question, fuir les infrastructures sanitaires. Enfin, on est vraiment dans un contexte très lourd, et où aussi, là on voit, c'est des mesures de protection, normalement des équipements qui sont extrêmement lourds, il n'y en a pas en ce moment dans cette zone-là. Il n'y en a pas suffisamment. Vous avez sûrement vu, il y a des photos plus récentes, ça c'est les archives, on voit des infirmiers qui ont juste un masque et des gants pour transporter des personnes malades, et donc qui ne sont pas protégées. Justement, des répétitions d'épidémies d'Ebola dans des pays avec des populations précaires, des pays souvent en guerre, peu de moyens pour y faire face, vous l'expliquez à l'instant. En clair, les virus sont plutôt au sud et les vaccins au nord, et c'est cette inégalité-là, évidemment, qui
inquiète particulièrement les responsables d'un certain nombre d'États africains, notamment le président du Ghana, qui s'exprimait en ces termes devant l'OMS. A continent that manufactures less than 1% of its vaccines, while carrying 25% of global disease burden, is not sovereign, it is vulnerable. Colleagues, the old global health order built in the aftermath of a different century is stuttering. But a new order is rising. And this will be an order that is defined by agency, not aid, by partnership, not paternalism. Alors, Christophe Rapp, comment remédier à cette situation inégale? Pourquoi est-ce que le Nord ne livre pas davantage de vaccins au Sud? Comment rétablir l'équilibre? Là, on est dans la dimension politique des épidémies. Ce qu'on a compris, c'est que dans un monde globalisé et connecté, toute alerte sanitaire, toute épidémie est un enjeu mondial et que donc la riposte est mondiale. Mais après, on va toucher aux politiques, c'est-à-dire que quand, effectivement, en 2014, cette maladie tropicale négligée devient une urgence de portée internationale, les pays du Nord riches réagissent. Et ils réagissent pourquoi? Parce qu'on commence à parler d'arrêter les voyages, les flux commerciaux. Donc il y a toujours un aspect non philanthropique dans la réaction. Et là, on tend aux politiques où, dans un monde en crise économique, en guerre, le repli sur soi, le chacun pour soi revient à chaque fois. Et on l'avait vu pendant le Covid. Et heureusement d'ailleurs qu'on avait réussi avec la France à négocier le vaccin européen, etc. Donc la réponse, c'est qu'en fait, il faut que les politiques des différents pays comprennent que les risques sanitaires sont globaux et qu'il n'y a qu'une seule réponse, elle est collective. Mais justement, Aurélien Guilbault, l'OMS a adopté un traité international sur les pandémies qui n'est toujours pas entré en vigueur. Alors, elle a négocié, effectivement, et c'était les conséquences directes de la pandémie de Covid, avec cette idée de se dire... Il faut une approche plus globale et préventive également aux épidémies. On ne peut pas seulement avoir une norme qui soit celle du règlement sanitaire international et qui permette d'alerter. Il faut réfléchir et prévenir en amont à partir d'une approche globale, d'où les négociations de ce traité. Il y a une première partie qui a été adoptée, si on veut, par l'année dernière par les États membres de l'OMS, mais il y a une annexe très importante concernant justement cette question même du partage en fait des pathogènes et des vaccins, médicaments, diagnostics. Ça veut dire si les pays du Sud partagent les données pathogènes, ils veulent le retour des vaccins. Exactement. Et alors? Et les traitements. Et des traitements. Et alors? Et voilà. Et ça bloque. On se donne les États de l'OMS se donnent 1 an de plus pour avancer sur cette question. Ça bloque pour des questions d'investissement, de recherche pharmaceutique, d'intérêt des industries. Des questions politiques aussi ou pas? Ah oui, c'est tout à fait. Cela sont des enjeux tout à fait politiques. Et des questions financières, Géraldine. Et d'États qui veulent leur indépendance et leur souveraineté aussi. Ouais. Parce que les États du Sud, ils le chiffrent, ils disent on veut absolument 20% des traitements et des vaccins qui seront disponibles et dont au moins 10% à coût quasi nul pour que ça nous soit accessible. Et c'est sûr que là, on est dans la suite directe du Covid. On se rappelle tous du fait que nous, effectivement, on négociait à prix très élevé et d'ailleurs resté secret notre vaccin pour l'Europe, pendant que l'Afrique ne les avait pas. Ils les ont eus quand on s'est rendu compte qu'on avait trop. On a envoyé nos vaccins quand ils étaient sur le point d'être périmés. Et ça soulève la question de l'équité qui est importante parce que globalement, voilà, les pays du Sud disent on a tous besoin d'être protégés. Donc en ayant ce système plus équitable, c'est un bénéfice pour tous. On garde un tout petit peu de temps pour se demander si on a tiré toutes les leçons, notamment du Covid. Et on va évoquer avec vous trois et avec Anna le fait que les Français se préparent à faire face à l'antivirus en se jetant sur les masques, notamment les masques FFP2. Oui, en une semaine, la demande de masques en pharmacie a été multipliée par 5 pour les FFP2 et par 4 pour les chirurgicaux. La centrale d'achat Pharmazone rapporte même qu'elle a vendu 15 000 boîtes de masques en 3 jours contre 2 400 en temps normal, avec une conséquence directe, l'augmentation des prix. Alors cette explosion de la demande, elle s'explique principalement par l'inquiétude des particuliers qui, eux, se souviennent du Covid-19 et de la prise en charge chaotique du gouvernement au sujet de cette pénurie de masques notamment. Alors justement, faut-il craindre une pénurie, Anna? Pas pour le moment. Matignon s'est voulu rassurant et a rappelé la semaine dernière que la France disposait d'un stock de masques suffisant pour protéger le pays pendant au minimum 3 mois en cas de vague épidémique et a ajouté que nous sommes en capacité de produire entre 2,6 et 3,5 milliards de masques sur notre sol si nécessaire. Sauf que les producteurs de masques, eux, sont beaucoup moins optimistes. Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, la production a fortement ralenti. 2 tiers des industriels ont fermé.
fermés. Alors pour faire face à une nouvelle pandémie, il faudrait produire 50 fois plus de masques qu'aujourd'hui, alerte le président du syndicat des fabricants de masques, alors que nous n'en avons visiblement pas les capacités. Christophe Rapp, est-ce que tout est vraiment sous contrôle ou est-ce qu'il faut quand même craindre une pénurie? Alors, ce que je peux vous dire en toute transparence, c'est que ça fait 30 ans que je travaille sur les épidémies et j'ai participé à l'écriture de nombreux protocoles nationaux. Je peux vous dire qu'on est en progrès. Voilà. Et on progresse, et je dis toujours, et je le dis aux étudiants, il y a toujours un côté positif dans une crise et on apprend beaucoup des épidémies. Et moi, j'ai vu progresser les choses. On a aujourd'hui une coordination du risque épidémique et biologique. On l'appelait de nos voeux il y a déjà 15 ans. On commence à être plus entendu par les politiques. La réaction rapide sur le hantavirus, elle a cette vertu de montrer que cette fois-ci, les experts ont été entendus, ont été aux affaires tout de suite. Alors, on peut toujours discuter sur l'aspect médiatique, la forme, mais en tous les cas, sur le fond, c'est très, très bien parce que ça veut dire qu'il faut quand même que les experts soient aux affaires très rapidement, qu'on puisse conseiller au mieux les politiques et prendre les bonnes décisions. Et est-ce que c'est nécessaire de porter un masque aujourd'hui ? Alors pour le hantavirus, non, bien entendu, mais tous les pays font des stocks de masques par rapport aux pathogènes respiratoires et le port de masque en France à la saison de la grippe pourrait nous aider, parce que là on parle de décès, mais je rappelle que la grippe en France, c'est 9000 décès par an. Donc le volontarisme en réponse à une crise sanitaire, c'est bien, mais la pérennité des messages sanitaires de santé publique du gouvernement vis-à-vis d'une population riche et moderne, c'est bien aussi. Donc attention, ne pas hypertrophier l'aspect crise. Géraldine Zamanski, est-ce qu'avec les problématiques liées à la déforestation, à la pression humaine sur les habitats et les animaux qui se rapprochent de plus en plus, faune sauvage, des lieux d'habitation humains, il faut craindre des zoonoses, comme on dit, zoonoses, à répétition pour l'avenir? C'est pour ça que ce nouveau système de veille renforcé est si important. Et à vrai dire, l'alerte dont le plus parlaient les experts ces jours-ci, puisqu'évidemment on est tous de nouveau au taquet avec eux, c'est plutôt la grippe aviaire qui est la plus inquiétante aujourd'hui. C'est que oui, la frontière, parce que c'est aussi nos élevages, le risque, il est aussi de notre côté, en fait. On transforme aussi, nous, notre vulnérabilité face aux virus animaux sur notre propre territoire. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre autour de cette épidémie Ebola. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. Un cobra à lunettes, c'est pas une plaisanterie, c'est une espèce particulièrement venimeuse qui vient d'Inde, qui a dû s'échapper d'un vivarium et qui est activement recherchée en Haute-Garonne. Et plus bénin, quoique très piquant aussi, la naissance d'Allupédia, un faux Wikipédia basé sur des hallucinations générées par l'IA. C'est dément. Mais d'abord, le mot vedette du jour, art. L'art conserve, paraît-il. C'est entendu. Art moderne et art contemporain se sentent mieux lorsqu'ils regardent des œuvres d'art. Lorsque l'art est attaqué, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Art, du latin ars, savoir-faire, désigne l'activité humaine consistant à créer selon un idéal esthétique, lequel guide notamment les arts plastiques, la musique, la danse, le théâtre ou le cinéma. Le 12 mai, des chercheurs anglais ont publié une étude montrant que les passionnés d'art pouvaient connaître un vieillissement cellulaire moins rapide. Cette étude est la première à examiner le lien entre l'art et le vieillissement épigénétique, le vieillissement chimique des gènes. Elle montre que celles et ceux qui participent souvent à des activités artistiques présentent des signes de vieillissement biologique ralenti, d'une ampleur similaire à celle de la pratique du sport. À travers des échantillons sanguins, les blouses blanches de l'University College London ont analysé l'horloge biologique de 3556 adultes de 52 ans d'âge moyen au Royaume-Uni. Ceux qui dansent, peignent ou vont au musée chaque semaine présentent un score de vieillissement biologique inférieur de 1,2 années à ceux qui le font 1 ou 2 fois par an. À l'Antiquité, l'art relève de l'artisanat. Pour Platon, l'art imite le réel. À compter du XVIIIe siècle, le mot s'applique principalement aux beaux-arts. Chez Kant, l'art produit une expérience esthétique désintéressée. Chez Tolstoï, l'art transmet des émotions. Chez Duchamp et les surréalistes, l'art devient même une idée. Une idée effrayante pour certains puisqu'il touche à l'âme. Dès 1933, un dramaturge SS fait dire à un personnage de sa pièce de théâtre « Quand j'entends les mots culture, je sors mon revolver ». Et en 1937 à Munich, la propagande nazie présente l'exposition « Art dégénéré » qui vomit l'art moderne. Force est de constater qu'au niveau cellulaire, le nazisme a mal vieilli.
Merci Thibault Nolte. Marie Bonisseau, Xavier, retour de vos chroniques. Et cher Xavier, c'est une affaire de cobra à lunettes. C'est pas du tout une plaisanterie ou une hallucination, mais c'est la vérité. Un cobra à lunettes est traqué en Haute-Garonne, près de Toulouse. Des écoles, un temps fermé, viennent de rouvrir. Et ce serpent, vous avez évoqué une autre affaire. Et un monstre médiéval, Elisabeth. Étrange affaire en l'an 1275 qui inquiète les autorités toulousaines et l'Inquisition. Vous savez, ce tribunal religieux qui a été créé quelques dizaines d'années plus tôt. Cette année-là, une femme est exécutée. Elle s'appelle Angèle de la Barthe. Elle est accusée d'avoir fait des kikouteries avec le diable. Et de cette relation coupable serait né un monstre. Un monstre absolument terrible avec une tête de loup, une queue de serpent. Il terrorise la région parce que ce monstre-là se nourrit de chair humaine et particulièrement de nourrissons. Alors, bien sûr, cette histoire-là, donc au XIIIe siècle, fait d'Angèle de la Barthe une des premières femmes condamnées pour sorcellerie en Europe. Néanmoins, il y a des doutes, c'est Xavier. ici que toute la question se pose. Parce que, comment connaissons cette histoire-là ? C'est une chronique du XVe siècle. Alors, déjà, XVe siècle, on est 2 siècles après les faits, qui raconte ça d'un certain Guillaume Bardin. On ne sait pas trop qui il est, dont les manuscrits ont été perdus, que nous connaissons que par des copies tardive. Et déjà au XVIIe siècle, dans l'imposante histoire générale de Languedoc, les auteurs mettent en doute cette chronique-là. Mais qui c'est ce type-là ? On ne le connaît pas. Et puis cette chronique, on ne la voit pas. Parce que le Moyen-Âge est loin d'être une période obscure. La sorcellerie est tolérée. Oui, les sorcières sont tolérées. Alors parce que c'est assimilé à une forme de superstition. Vous voyez, on regarde ça de haut depuis l'Église. Et puis, même, on reconnaît leur qualité au moment de soigner les gens. C'est elles qui connaissent les remèdes, qui connaissent les plantes. Et puis, l'Inquisition elle-même, fondée au XIIIe siècle, donc, a pour mission de lutter contre les hérétiques dans un premier temps. Pas du tout contre les sorcières. Et d'ailleurs, l'Inquisition fait un travail absolument remarquable. À force de bûcher, les hérétiques disparaissent à petit feu. Et dans cette histoire-là, la question qui se pose, c'est qu'est-il des sorcières ? Eh bien, il s'opère un glissement. Alors, au fil du temps, où les sorcières sont peu à peu assimilées aux hérétiques. C'est un phénomène absolument étonnant à voir parce que c'est dans le même temps qu'apparaît la figure du diable. Et là, on voit surgir le diable dans cette histoire avec le sabbat, là où les sorcières vont s'encanailler. Alors, pourquoi avoir inventé Angèle de la Barthe aussi tard ? Eh bien, c'est parce qu'il a fallu, à un moment donné, fournir de l'antériorité à la chasse aux sorcières, qui est vraiment un phénomène, allez, on va dire 14e, 15e siècle et dans les siècles qui suivent. Et c'est dans le même temps, et c'est par hasard, si on met en place la figure du serpent avec Angèle de la Barthe. Parce que le serpent, c'est évidemment cette figure terrible qui a fichu le bazar dans le jardin d'Éden. Oui. Bref, vous l'avez compris. Quand il n'y a plus d'hérétiques à chasser, on se déplace vers les sorcières. Parce que c'est pratique, vous avez toujours une femme quelque part dans chaque village que vous pouvez accuser, que vous pouvez brûler. Et cette fois-ci, c'est le venin de la calomnie, le venin de la domination masculine. Les femmes ont ça sur les bras et pas seulement qu'au bras. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que voulez-vous dire, Xavier Mauduit ? Cobra à lunettes. Bon, Marie, Allupédia, nouvelle encyclopédie en ligne qui raconte les choses rigoureusement fausses. Totalement fausses. Oui, puisqu'on est parti pour tous collectivement se noyer dans un océan d'absurdité, autant que ce soit drôle. Oui. C'est la philosophie assez cynique du créateur de Allupédia, l'encyclopédie des hallucinations, lancée il y a quelques jours, la semaine dernière, par un développeur informatique qui, comme beaucoup de développeurs informatiques, observe avec attention les intelligences artificielles génératives nous inonder de contenus en quantité exponentielle, des contenus qui, à la base, plus ou moins bien, étaient basés sur du savoir humain, c'est ça qui les nourrissait, et puis qui, de plus en plus, se nourrissent elles-mêmes, les intelligences artificielles. Ça crée une réalité alternative, autosuffisante et proprement terrifiante. Alors, partant de là, ce Bartholomiej Strama, notre fameux développeur, a donné le feu vert, on n'en sait rien, à des intelligences artificielles et leur a dit, allez-y, brodez, inventez, fictionnez tout un monde entièrement faux qui sera raconté au travers des articles de Allupédia, encyclopédie, je l'avoue, jouissive à lire, tant elle imite à la perfection le ton docte des vieux savants qui savent. Alors, vous apprendrez ainsi dans Allupédia l'existence de l'arithmétique chaldéenne, une branche des maths dans laquelle la soustraction est interdite. Débrouillez-vous avec ça. Et de l'année sans mardi, une anomalie du calendrier qui a été constatée dans 4 royaumes et niée dans un 5e. Je crois qu'il y a aussi une histoire de cobra à lunettes, non ? Forcément, tout est faux. Vous plongez aussi dans le récit du grand
recensement des pigeons. Rappelez-vous, 1887, la Royal Society britannique de l'énumération aviaire a tenté de compter les pigeons bisets à huppe dorée en installant des milliers de citoyens volontaires sur des clochers d'église, sur des gazomètres, dans des omnibus à vapeur. L'opération a été un désastre parce que beaucoup comptaient les pigeons 2 fois quand on les confondait pas avec des branches d'arbres. Déçu, le lord britannique à l'origine de cet ambitieux projet s'est retiré de la vie publique définitivement et a passé le reste de ses jours à compter les grains de sable un par un sur la plage de Blackpool. Voilà, oui, tout est faux, ça n'est jamais arrivé, mais ce qui est fascinant, c'est que toutes les références de cet événement imaginaire, le nom du lord, l'époque, la date, 1887, et ben ça va être cohérent avec les autres événements absurdes narrés par Alupédia. Ça fait un n'importe quoi qui tient debout. Et c'est ça qui est assez fascinant. Et auquel, en plus, on peut participer. Parce qu'il suffit de taper quelque chose dans Alupédia, ça va vous créer instantanément un article. Bah oui, vous sentez évidemment. Je sens venir. Je nous ai cherché. Votre créativité. 28 minutes. Bah oui. Et j'ai découvert donc la fameuse règle des 28 minutes de politesse. Instaurée par la Guilde des conversations insignifiantes et promulguée vers la fin 19e. C'était un duc ancien duché qui, après avoir une discussion particulièrement longue et ennuyante sur le fromage artisanal, ce duc a obligé ses concitoyens à limiter les conversations non essentielles à 28 minutes maximum. Voilà, on sait enfin d'où vient le nom de notre émission. Bien sûr, surtout qu'elle en dure 45. Et ça, Alupédia, elle n'avait pas vu venir. Merci Marie, merci à tous, patron. Et on se retrouve demain à 20h05. Tchuss.